Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Mangozi TV. Nous sommes très honorés de vous savoir à l'écoute. Merci d'être là. Mangozi TV vous propose des émissions qui ciblent essentiellement la jeunesse africaine, que ce soit sur le continent ou éparpillée dans la diaspora, dans une logique de promotion du développement socio-économique de notre continent. Aujourd'hui, Mangozi TV vous transporte à Québec, au Canada, et nous avons une invitée. Bonjour madame. Bonjour. Très honoré de vous recevoir. Mais moi aussi, merci de m'accueillir. Très gentil. Merci d'avoir consacré ce temps pour échanger avec la jeunesse africaine. Qui êtes-vous? Alors, mon nom est Suzanne Kemenan, je suis éditrice et puis je vis dans la région de Toronto, en Ontario, au Canada. Et là, on est à Québec? Oui. Proche de 1000 km vous sépare de chez vous? Absolument. Que faites-vous ici, madame? Alors, je suis venue dans le cadre du Salon du Livre de Québec, Salon international du Livre de Québec, parce que ma maison d'édition accompagne des auteurs francophones qui ont publié. Ça fait déjà 4 ans que la maison existe et j'ai entre autres un auteur qui est de la ville de Québec qui sera en dédicace demain au Salon du Livre. Donc, c'est la raison de ma venue ici. Ok. Vous avez parlé des livres, vous avez parlé de la maison d'édition. Vous êtes propriétaire d'une maison d'édition? Oui, fondatrice. Fondatrice d'une maison d'édition. Pour les téléspectateurs qui nous suivent, là, ça, c'est pas petit. Mais on va commencer par le commencement, Suzanne. D'accord. Vous naissez pas au Canada? Non, pas du tout. Non. Parlez-nous de votre parcours personnel. Personnel, ok. Oui. Alors, je suis originaire du Cameroun. Je suis née au Cameroun le 14 novembre 1981. Donc, j'ai 40 ans. Et puis, j'ai grandi, j'ai étudié au Cameroun. D'abord dans le nord du Cameroun, dans la ville de Ngaoundéré, où j'ai fait mes études élémentaires et secondaires. Et à l'obtention de mon baccalauréat, donc c'est le diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires dans le système français. À la fin de mon baccalauréat, j'ai fait l'université de Buea, dans le sud-ouest du Cameroun. C'est une université anglophone, donc l'une des 2 provinces anglophones du Cameroun. J'ai obtenu une licence en lettres bilingues. Pour les personnes qui sont au Canada, c'est l'équivalent du baccalauréat. Donc, c'est un diplôme universitaire, donc français et anglais. À la suite de cela, je me suis mariée et je suis arrivée au Canada en 2007. D'abord au Québec, à Montréal, où j'ai passé 9 ans. Et j'ai étudié au Québec. J'ai d'abord fait l'université Concordia. Et ensuite, j'ai fait mon DESS en édition à l'université de Sherbrooke. Parce que là, vous décidez de partir de Montréal. Oui. En fait, la décision s'est prise mutuellement parce que après 9 ans au Québec, on avait l'impression un peu de faire du surplace et on avait besoin d'avoir de nouveaux défis également parce que mon mari est dans le milieu de l'informatique et moi, j'avais besoin d'avoir de meilleures opportunités professionnelles. Que vous ne trouviez pas à Montréal? Que je ne trouvais pas du tout au Québec. Pas du tout. Donc, c'est ça qui a motivé notre Et si on retourne un peu en arrière, madame, qu'est-ce qui vous fait quitter le Cameroun? C'est vraiment le mariage parce que mon mari, vivant en France, camerounais également, il avait déjà entamé les démarches pour le Canada. Okay. Donc, quand on s'est rencontrés, c'était juste d'associer mon dossier en fait à sa procédure d'immigration. Et c'est vraiment pour suivre mon mari que je suis arrivée ici. Donc, c'est pour l'amour, là. Oui. Que vous décidez de quitter. C'est par amour, c'est ça. L'amour, c'est vraiment fort. Hein. C'est plus fort que tout. Là, vous venez au Québec, à Montréal. Vous y restez 9 mois, 9 ans, et vous étudiez quand même en édition. Vous avez un diplôme en édition. Oui, j'ai donc, étudié. Vous aviez déjà cette passion, si je comprends bien. Alors, c'est un parcours un peu compliqué, donc j'essaierai de faire très simple. Alors, au Cameroun, j'ai étudié les lettres. J'ai fait mon baccalauréat en philosophie, donc baccalauréat S-lettres. Mon parcours était prévu pour aller dans la mode, c'est ce que je voulais faire. Mais l'avenir en a décidé, le destin en a décidé autrement. Alors, quand je me retrouve au Québec, en fait, je poursuis une formation en ce qu'on appelle la localisation à l'université Concordia.
Donc, c'est une branche de la traduction qui s'intéresse plus à adapter le contenu à son public. Donc, on tient compte de l'aspect culturel, de l'aspect aussi technologique, quand il y a lieu peut-être d'adapter ou de traduire des logiciels dans une autre langue. Et on tient aussi compte de l'aspect linguistique, évidemment. Donc, j'ai fait la localisation, sauf qu'en termes de débouchés, je n'avais pas vraiment beaucoup d'options parce que les personnes qui évoluaient mieux là-dedans avaient déjà un parcours en traduction que je n'avais pas. Alors, de fil en aiguille, de recherche en recherche, ayant un parcours assez littéraire, je tombe sur le programme en édition de l'Université de Sherbrooke. C'est un diplôme d'études supérieures spécialisé. Et tout de suite, je me dis que ça me prendrait quelque chose comme ça pour venir consolider toutes mes expériences acquises, déjà très théoriques, en fait. Donc, c'est comme ça que je m'inscris et je trouve que ça cadrait très bien avec ce que j'avais déjà par le passé comme expérience. Est-ce que vous allez à Sherbrooke étudier ou... Non, en fait, le programme est disponible sur le campus de Longueuil. Okay. Oui, donc je n'avais pas besoin de me déplacer. Là, vous finissez, vous avez votre diplôme. Oui. Donc, comme un accord, j'imagine, aussi vous décidez de quitter le Québec. Le Québec pour aller... Après mon diplôme, j'ai travaillé. J'ai travaillé à Montréal pour une fondation, il s'appelle la Fondation internationale Roncalli. Pas en édition, malheureusement, mais ça m'a permis d'avoir une expérience dans le milieu du livre parce que ma directrice de stage, une éditrice chez qui j'ai fait mon stage, travaillais à l'époque sur un projet de livre, donc ça m'a vraiment permis de rester connectée au milieu du livre, en fait. Donc, je n'ai pas directement travaillé dans le milieu de l'édition, mais c'est quand je suis arrivée en Ontario que le désir, justement, de fonder la maison d'édition est arrivé. Oui. Et c'est pas une petite affaire, hein, madame, même si vous avez tendance à minimiser. À minimiser. En passant, je vais souligner le fait que le talent de la mode ne vous a pas quitté. Hein. Ah, on voit en vous que la mode est toujours présente. C'est bon. C'est un autre talent. Mais écoutez, pour une jeune immigrante, finalement, ça faisait pas 10 ans que vous étiez au Canada. Pensez à fonder. C'est pas travailler pour une maison d'édition, c'est en fonder une. D'où vient l'idée? Alors, c'est vraiment un ami qui m'a un jour passé un coup de fil. Vous savez, il y a souvent des déclics comme ça dans la vie. Et cet ami, un très bon ami à moi d'ailleurs, que je salue, il s'appelle Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour Cyril. Cyril m'appelle un jour, je venais d'arriver en Ontario et il me dit, OK, je suis en train de mettre sur pied une sorte de regroupement d'expertise francophone. Et j'ai pensé à toi parce que je sais que tu as ton diplôme en édition. Et si tu voulais faire quelque chose avec ça, tu serais la bienvenue dans cette entreprise-là, dans cette structure-là. Évidemment, j'ai jamais pensé à être entrepreneur à mon compte parce que d'où je viens, il n'y a pas d'entrepreneur dans mon milieu immédiat. On est plus formaté à travailler pour d'autres personnes. Alors, je me dis, ah ben oui, finalement, pourquoi pas? J'ai jamais pensé. Et je me souviens à l'époque, quand on a fait la formation en édition, on nous avait parlé du regroupement des éditeurs franco-canadiens. Donc, c'est un organisme qui regroupe 15, maintenant c'est 15, mais qui regroupe des maisons d'édition francophones hors Québec. Alors, je vais chercher sur Internet et puis je tombe sur un nom qui m'est très familier, Frédéric Brisson. Et puis, Frédéric Brisson est le directeur de cet organisme-là à l'époque. Et il se trouvait aussi être mon ancien directeur du programme à Sherbrooke. Ah, OK. Donc, je contacte Frédéric et je lui parle de mon projet, de me lancer. On lui dit bonjour, hein, en passant. Oui, bonjour Frédéric. De mon projet de me lancer dans l'édition. Et tout de suite, il dit, mais c'est merveilleux parce qu'il y en a pas assez, en fait. Et en plus, on est dans la francophonie, on est en situation minoritaire en Ontario. Ouais. Et il me dit vraiment, je salue ton initiative, je t'encourage beaucoup vraiment à le faire. Alors, donc, à ce moment vient la partie délicate de dire, mais comment est-ce que je vais orienter cette maison d'édition? Qu'est-ce que je ferai là-dedans? Et quel genre d'ouvrage est-ce que je vais publier? Oui. Et là, la décision... Alors, la décision se fait naturellement, je crois, parce que étant immigrante, ayant quand même passé 9 ans à Montréal, au Québec,
j'ai vu qu'on n'avait pas toujours cette reconnaissance-là, malheureusement, malgré tous les diplômes qu'on amène avec nous, malgré l'immigration choisie que nous, on a fait, où on a quand même tenu à ce qu'on ait un certain niveau d'études pour nous accepter sur le territoire canadien. Ouais. Mais une fois qu'on est sur place, malheureusement, on est très souvent relégué au rang de... Tu n'es bon qu'à... Oui, c'est ça. Tu n'es bon qu'à porter des cartons, ce genre de choses-là. Alors, pour moi, c'était important de montrer que l'immigrant était aussi un contributeur, mais pas seulement un bénéficiaire du système. Et je voulais, à travers la maison d'édition qui s'appelle les éditions Terre d'accueil, je voulais montrer que les auteurs issus de l'immigration ou immigrants avaient leur contribution, leur part à apporter au rayonnement de la littérature francophone au Canada. Donc, c'est comme ça que j'ai orienté la ligne éditoriale de la maison d'édition. Mais là, il y a l'idée, en passant, vous venez de souligner quelque chose, je pense qu'on doit répéter à la jeunesse africaine, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent immigrer, qui sont candidats à l'immigration. Il ne suffit pas, des pays comme le Canada vont choisir leurs immigrants, mais il ne suffit pas d'avoir votre visa d'entrée ici pour dire que ça y est, j'ai réussi. Il y a encore beaucoup de boulot à faire pour s'en sortir. Sinon, vous limitez à des niveaux... C'est ça, absolument. C'est ça. Mais beaucoup arrivent et... Mais ce que je trouve dommage, en fait, c'est que quand on quitte de nos pays, très souvent, c'est des chefs d'entreprise, ce sont des dirigeants. Mais quand on arrive ici, les discours qui se tiennent souvent, c'est... Tu n'es bon qu'à faire ça. Alors, on oublie très souvent qui est-ce qu'on est dans tout ça, dans tout ce processus d'immigration. Et je crois que quelque part, il y a aussi la peur de se dire, au moins j'ai déjà ça, donc pourquoi ne pas me contenter de ça? Mais quand on se souvient vraiment de qui est-ce qu'on est, de ce qu'on a et de ce pourquoi on est venu et qui a joué en notre faveur pour qu'on arrive ici, la façon de voir, en fait, les choses change, en fait. Et on décide de demander plus, de chercher plus, et de se positionner également dans la société pour être quand même à un certain niveau aussi, parce que... À un niveau décent, un niveau qui nous correspond finalement. Absolument. Mais il faut quand même ajouter, Suzanne, que ça prend un autre niveau de motivation. Parce que c'est très facile dans un contexte comme ici, avec les factures, la famille, la vie, de se retrouver justement coincé dans son petit boulot, de 9h à 17h, de continuer des années, parce que le temps n'arrête pas, hein, le temps continue aussi. Oui. Hein. Oui, beaucoup de gens... mais moi je dois vous avouer que depuis que j'ai pris contact avec vous, j'ai eu beaucoup d'admiration pour vous. C'est pas évident. OK. Mais maintenant, il y a l'idée. Vous avez l'idée. Maintenant, il faut mettre l'idée dans le concret. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vraiment, Frédéric a été vraiment d'une belle aide pour moi. Frédéric Brisson, que j'ai mentionné tantôt, parce qu'il m'a vraiment orientée. C'est quand j'ai commencé à chercher le nom, une fois que j'avais trouvé la ligne éditoriale, il m'a dit, il faut que ce soit un nom punché, il faut que ce soit un nom qui parle. Et évidemment, j'aime beaucoup faire les remue-ménages. Et puis, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et le nom, justement, Terre d'accueil est venu. Pourquoi Terre d'accueil? Parce que, ayant quitté le Québec, je me sentais bien à l'Ontario, en fait. Je me sentais chez moi en Ontario, bizarrement. Et je me suis dit, en fait, la Terre d'accueil, c'est un endroit où tu te sens suffisamment bien pour poser tes valises. Et je souhaite que ce soit le cas pour toutes les personnes qui immigrent ici. Et puis, ta terre d'accueil peut être autant au Québec, en Ontario. On n'est pas vraiment limité par rapport à ça. Au Cameroun, au Burundi. Au Cameroun, c'est vraiment où on se sent bien. Et je trouve que pour une maison d'édition qui est orientée vers l'immigration, le nom s'y prête très bien. Donc, une fois que le nom a été trouvé, toujours avec le concours de Frédéric et ses conseils, j'ai incorporé la maison d'édition sous le statut d'OBNL, dans un organisme à but non lucratif. Pourquoi? Parce que l'idée derrière aussi, pour moi, c'était pas tant d'être propriétaire. Oui, à la base, c'est mon nom qui est derrière, mais l'idée aussi, c'était de pouvoir laisser quelque chose à la future génération. Alors, avec un organisme à but non lucratif, en fait, ce qu'il y a, c'est que on travaille beaucoup d'un point de vue communautaire. On travaille beaucoup également avec les écoles, et j'ai un conseil d'administration qui m'appuie énormément, que je salue également ici.
Et on peut aller chercher des subventions. Et c'est vraiment ça la clé, en fait. Parce que vous disiez tantôt, c'est pas évident, bien sûr, mais avec le statut que la maison d'édition a, on a droit à avoir des subventions avec les bailleurs de fonds principaux dans le milieu du livre. Et ça, c'est notamment les gouvernements. Oui, alors il y a le Fonds du livre du Canada avec Patrimoine canadien. Il y a le Conseil des arts du Canada. Et puis, il y a le Conseil des arts de l'Ontario au niveau provincial. Donc, ça, ce sont les 3 principaux, mais après, il y en a d'autres beaucoup plus locaux également où on peut aller chercher des subventions. Et ces subventions vont permettre quand même de vivre en tant Oui, qu'organisation. les subventions, en fait, c'est pour assurer les fonds de fonctionnement de la maison d'édition, payer les salaires, assurer ce genre de déplacement aussi pour ce qu'ils appellent le rayonnement à l'international ou le rayonnement national, donc participer à des salons de livres un peu partout et permettre aussi à nos auteurs et à nos ouvrages de voyager à travers le monde. Donc, mais brièvement, Suzanne, pourriez-vous nous parler de votre maison d'édition? Bien sûr. Pour donner une certaine idée. Une idée, ok. Ouais. Alors, les éditions Terre d'accueil ont été fondées en septembre 2018 et la mission, c'est souligner la contribution des auteurs et autrices immigrantes ou issues de l'immigration au rayonnement et à la vitalité de la littérature francophone au Canada. Nous avons déjà 7 titres à notre catalogue et nous publions uniquement en français. Des auteurs qui viennent d'un peu partout dans le monde finalement. Nous avons déjà à peu près 7 nationalités d'auteurs. Alors, Cameroun, parce que je suis également auteur. Cameroun, Haïti, Congo, RDC, France. Et puis, prochainement, on aura Vietnam et puis Tunisie. Donc, tranquillement, mais félicitations, comme on dit, ça s'en vient. Ça s'en vient, oui, mais félicitations. C'est vraiment un grand boulot. Et justement, votre mari, dans tout ça, parce que tout le travail que vous faites, il doit y avoir quelqu'un. Hein, derrière toute grande femme, il doit y avoir... il y a un grand homme. Il y a un grand homme. Hein? Oui, alors mon mari, comme j'ai dit tantôt, il est ingénieur en informatique, donc il a un travail beaucoup plus flexible, donc il peut travailler de la maison. Il est également consultant, donc il travaille à son compte. Ce qui fait que pour gérer la famille, c'est beaucoup plus facile. Et puis, il est d'un grand soutien également pour moi. Il comprend vraiment les défis auxquels je fais face. Parce que ça prend ça, il faut un homme qui comprend. C'est ça, les défis auxquels je fais face. Et puis, mais pour les déplacements comme ça, ben, il gère toute la logistique à la maison. Et puis, je l'en remercie encore. On va lui dire bonjour. Ah oui, merci. Vous avez des enfants, j'imagine? Oui, j'ai 2 enfants. Ma fille a 14 ans et mon fils a 11 ans. D'accord, on leur dit bonjour aussi. Oui, Léna et Victor Raphaël. Oui, papa qui s'en occupe pendant votre déplacement. Parce que j'imagine qu'eux aussi, ils ont dû vous soutenir dans ce parcours. Ah oui, c'est sûr que c'est pas facile parce que moi, quand j'ai fait ma formation, mes enfants étaient beaucoup plus jeunes. C'était très rock'n'roll. Hein? Je me souviens, ma dernière session, je travaillais à temps partiel. Je faisais mon stage à temps partiel et j'étudiais à temps partiel. Et c'était très, très intense parce que quand mon mari rentrait le soir, j'étais devant la porte avec mon sac prêt à partir à l'école. Et les enfants, ben, le souper était au frigo ou au four. Bref, on a vraiment géré comme ça. Et aujourd'hui, Dieu merci, ils sont beaucoup plus grands. Ils comprennent aussi ce que maman fait. Je les amène sur les salons lorsque j'en ai l'occasion. Donc, ils peuvent vraiment voir le travail de bout en bout. Et quand ils voient des livres arriver à la maison, ben, ça, c'est mon nouveau titre. C'est sur ça que je travaillais ces derniers mois. Et donc, ça leur donne quand même aussi un sentiment de fierté par rapport à ça. Non, justement, moi-même, je suis fier de vous. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais en même temps, justement, ça a pris tous ces efforts. Oui. Parce que vous disiez comment votre mari est arrivé, vous sortiez pour partir. C'est la réalité de beaucoup de gens. C'est la réalité, mais ça, il faut aussi se dire que c'est pour un temps. Parce qu'il y a des gens malheureusement, et puis quand on est mal coordonné aussi, moi ce que je déconseille aux gens, des immigrants qui arrivent, il ne faudrait jamais que les 2 parents se retrouvent à aller à l'école ensemble.
pour ceux qui doivent retourner aux études. Parce que ça va créer un déséquilibre forcément au niveau des enfants. Si vous avez des enfants, parce que les horaires ne sont pas les mêmes, les parents sont dans les cahiers, à la bibliothèque, en train d'étudier, et les enfants sont souvent laissés à eux-mêmes. Alors, il faudrait vraiment équilibrer cela pour que les enfants puissent avoir au moins un parent de disponible pour eux ou même créer du temps pour la famille. C'est très important. Ce n'est pas tout d'avoir un boulot ou même si on est entrepreneur comme je le suis, c'est vraiment de pouvoir créer des moments avec la famille. C'est important. Oui. En fait, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, c'est important parce que sinon, s'il y en a un qui prend sur le dessus sur l'autre, ça ne marche pas. Mais dites-moi, Suzanne, vous arrivez au Canada en 2007 et vous êtes camerounaise, africaine. Oui. Est-ce que ça vous traverse l'esprit de faire ce que vous faites ici, sur le continent? Oh, c'est sûr, j'y pense. J'y pense définitivement parce que je travaille, je communique beaucoup avec, j'ai une très bonne amie, Pénélope, que je salue aussi, qui est dans le milieu du livre, qui est blogueuse, critique littéraire, qui est écrivaine. Et on a souvent parlé justement de ce besoin-là, de qu'est-ce qu'on peut apporter. Parce que c'est bien d'être ici, de faire ce qu'on fait, mais je pense qu'avec tout ce qu'on apprend ici, tout ce qu'on développe comme compétences, il serait bien aussi de rapporter ça en Afrique. Peu importe le pays, hein, c'est pas parce que je suis camerounaise, mais de rapporter ça en Afrique, en fait, pour pouvoir aussi éduquer nos frères, pour pouvoir leur apporter quelque chose de beaucoup plus tangible de ce qu'on a appris. Donc, je pense vraiment à mettre sur pied quelque chose en Afrique. Je pourrais pas dire beaucoup, mais il y a des choses qui vont probablement arriver dans les prochaines années. Je regarde votre visage et je vois qu'il y a quelque chose qui s'en vient, comme vous disiez tout à l'heure. C'est ça. Suzanne, la vie est faite des hauts et des bas, des bons comme des mauvais moments. C'est vraiment ça la vie. Quelles seraient, à votre avis, les 3 pires expériences dans votre parcours que vous avez connues? En tant qu'éditrice? Le tout. En tant qu'immigrante. En tant que vous, sur le plan personnel. Parce que, en fait, tout à l'heure, vous allez voir, je vais faire le lien, parce que j'imagine, comme on dit, ce qui ne nous tue pas, souvent va nous rendre fort. Oui. Alors, moi, je voudrais savoir, quand vous dites, là, quel serait, dites ça, là, ça a été... Le bout du bout. Oui, ça a été le cauchemar. Alors, le premier cauchemar pour moi, c'est, je mettrais ensemble parce que c'est le décès de mes parents. Les deux? Oui, les deux. Ah, condoléances. Merci. Ma maman est décédée en 98, donc ça fait à peu près 24 ans. 24 ans qu'elle est partie. Donc, pour moi, ça, c'était une expérience traumatisante. J'avais 16 ans à l'époque et le décès de mon papa en 2016, beaucoup plus récent. Alors, ce sont des expériences qui forgent quand même le caractère et qui construisent une personne parce que on a beaucoup plus de résilience, en fait, quand on n'a plus ses parents. Et j'avais cette sensation, justement, quand mon papa est décédé, que je devais tout faire pour réussir. Déjà pour les rendre fiers, mais parce que maintenant, j'avais la responsabilité aussi d'avoir des enfants qui me regardent et je n'avais pas droit, en fait, à l'erreur. Je ne mets pas ça comme une pression, mais je me donne un défi à chaque fois, en fait, de dire je dois exceller dans ce que je fais. Parce qu'il y a des personnes qui regardent après moi. Parce que j'ai mes frères et sœurs également qui... la fratrie, en fait, on doit se soutenir. Donc, la première grosse expérience, c'est la perte de mes parents, le décès de mes parents. C'est catastrophique. Oui. C'est pas facile à vivre. Non, c'est catastrophique. Même si c'est dans l'ordre des choses d'enterrer ses parents, ça reste difficile. Oui. Donc, évidemment, ça vient avec le fait que quand on est parent à son tour, mais j'ai jamais connu le bonheur d'avoir sa mère porter ses petits-enfants ou d'avoir mes enfants avoir ce lien avec leur grand-mère. Donc, je ne connaîtrai jamais ça. Donc, ça fait partie des choses de la vie, comme vous l'avez dit tantôt, on vit avec. Un autre gros obstacle, en fait, dans ma vie, c'était le gros sacrifice de devoir abandonner mon rêve d'être styliste de mode. Ah oui. Ça, c'était mon gros rêve. Et puis, je pense que Dieu avait d'autres plans pour moi. Parce que quand je regarde mon parcours aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, comme vous disiez tantôt, peut-être ça a l'air facile, mais
je crois finalement, je crois au destin et je crois finalement que j'étais destinée à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, oui, il y a des petits picotements au cœur, surtout quand j'ai dû en fait renoncer à ce rêve-là. Mais qui sait, peut-être un jour, j'endosserai cette De toute casquette-là. façon, vous le faites en habillant votre famille. C'est ça. Vous le faites d'une certaine façon. C'était vraiment de renoncer à ce rêve que j'avais pour moi. Et puis, une troisième chose, qu'est-ce que je pourrais dire? Mais il ne doit pas y en avoir. C'est peut-être que toutes les autres choses se sont bien passées, hein, Suzanne? Non. Il y a toujours... mais la troisième chose, je crois que c'est en 2009, c'était une année très difficile pour moi. Quand j'ai terminé ma formation à Concordia et que je me suis confrontée au marché du travail. Et c'était une année noire parce que quand on vient au Canada, on vous fait miroiter beaucoup de choses. Sauf que quand on arrive sur la réalité, c'est pas toujours le cas. Et j'ai passé toute une année entière à chercher un travail parce que je me suis dit, mais on m'a dit que ça me prend un diplôme canadien. J'ai le diplôme canadien. Je veux mon boulot. Et c'était une année très difficile parce que... Il y avait la crise aussi. Oui, c'est ça. Il y avait la crise financière qui n'arrangeait pas les choses. Donc, beaucoup de gens perdaient leurs emplois. Oui. Donc, j'étais vraiment en perte d'identité personnellement là. C'était difficile. Oui. Maintenant, il y avait du mauvais, mais il y a dit bon, quelles sont à votre avis les réalisations dont vous êtes le plus fier? Ah, mais ça va être facile. Mais justement, on va terminer par le positif. Alors, c'est sûr déjà, c'est mes enfants. Ça, je crois que tout parent, minimalement, là, c'est d'avoir 2 beaux enfants qui sont en pleine santé. Là, le mari vous entend, hein? Vous voyez, parce qu'avant les enfants, il y avait le... Nos enfants. Okay. Ouais. Oui, je comprends, mais bon, ce sont les enfants. En termes de réalisation, c'est vraiment d'avoir des enfants. Comprends. C'est aussi, je crois, de plus en plus, je l'entends. Bon, j'ai du mal à me voir comme ça, mais de devenir cette source d'inspiration-là pour d'autres femmes, d'autres jeunes femmes noires, francophones, parce qu'au Canada, surtout en Ontario, on est en situation minoritaire. Donc, de devenir cette source d'inspiration pour d'autres personnes. Et évidemment, je pense aussi d'accompagner ces auteurs-là que je rencontre, avec qui j'ai le plaisir de travailler. Je pense que ça, c'est le côté le plus gratifiant de mon métier, en fait. Oui, j'imagine. Oui. Mais ce n'est pas seulement les femmes dont vous êtes une inspiration, des hommes comme moi aussi, vous nous inspirez. Vous savez comment je vous ai connu. Et quand je regardais votre parcours, je dis waouh. Quand vous lisez chaque ligne, vous dites waouh. À chaque fois. Et puis les gens qui vous disent waouh, là, c'est des professeurs d'université. C'est pas. OK. Oui, c'est. Wow. Voilà, ça me touche. C'est des grands auteurs aussi, comme j'ai eu l'occasion de le mentionner off micro. Oui. Mais justement, vous êtes quand même une source de fierté et d'inspiration pour cette communauté qui, malgré les années, on continue à se chercher, Et, justement, nous sommes ici, Suzanne, pour que vous vous adressiez à la jeunesse africaine, parce que l'émission s'adresse justement à la jeunesse africaine, et aujourd'hui, vous avez l'occasion de leur parler de votre expérience. Si vous deviez parler, justement, du haut de votre riche expérience, si vous deviez vous adresser à la jeunesse africaine, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Alors, moi, je dirais la première chose, ne pensez pas qu'il faille toujours sortir de votre pays ou de votre continent pour réussir. La réussite ne se détermine pas par le fait d'être à l'étranger, en fait. Vous pouvez très bien trouver votre bonheur en étant où vous êtes. Évidemment, si votre destin, c'est de partir à l'étranger, faites en sorte justement que cette expérience-là soit enrichissante, aussi bien pour vous que pour les personnes qui vous entourent. Je vous dirais également de croire en vos rêves, parce que quand on travaille pour ça, les rêves se réalisent. Ça se peut que ce pourquoi vous avez l'intention de travailler demain, ce ne soit pas du tout ça, mais restez flexible aussi. Parce que vous ne savez jamais, derrière une rencontre,
derrière une expérience peut vraiment se cacher votre mission de vie, en fait. Et le plus important, ce n'est pas l'argent. Ça va peut-être choquer beaucoup de personnes. Le plus important, c'est vraiment l'impact que vous avez dans la vie des gens. Et ça, c'est la meilleure des récompenses, peu importe dans quel domaine on se trouve. C'est d'être vraiment utile et d'être au service des autres. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Quand hier, j'ai fait le lancement de l'auteur et j'ai vu les retours, pour moi, ça, c'est mon salaire, en fait. C'est pas tant le matériel, mais c'est vraiment le côté symbolique de la chose. Donc, ne vous accrochez pas toujours au matériel. Ne vous accrochez pas toujours à l'étranger. S'il est dit que vous devez être ici, ne venez pas vous endormir sur vos lauriers, de grâce. Travaillez, 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 travaillez et croyez en vos rêves. Et tout ira bien. Et vous avez tout dit, Suzanne, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai quitté l'Afrique. Et puis, chaque fois, je retourne en Afrique, dans n'importe quel pays, hein, parce que moi, je me considère panafricaniste. Ces histoires de ces petits pays qu'on a divisés, j'y crois pas beaucoup. Ouais. Mais je vois des jeunes qui réussissent énormément en étant sur place. Ouais. Ça, c'est vraiment un message que nous, qui avons immigré et qui avons connu ça, devons passer. Je suis content que vous le passiez. Et maintenant, Suzanne, disons que l'Afrique devient un seul pays et vous en êtes dirigeante. Oula. OK. Quelles seraient les décisions de vos 100 premiers jours? Vous savez, on aime dire les 100 premiers jours. Ça, c'est une grande question. C'est sûr que moi, Alors, j'ai grandi dans un contexte particulier. Je sais qu'il y a des personnes dans certaines familles où on imposait des programmes d'études. Il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois ingénieur. Moi, je crois beaucoup en la mission de vie, en fait. Chaque personne est destinée à faire quelque chose de précis. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que dès les programmes les plus élémentaires, c'est de déceler les talents chez chacun des enfants. Et en fonction des talents qu'on aura décelés chez les enfants, c'est vraiment de les équiper pour qu'ils puissent être les meilleurs médecins, les meilleurs coiffeurs, les meilleurs cuisiniers. Ça, dès le bas âge. Sans qu'on ait à leur dire qu'il faut... la seule voie, c'est la médecine, c'est le droit. Malheureusement, dans nos pays, surtout dans l'Afrique francophone, on est encore très dans les diplômes. Donc, moi, j'irais vraiment travailler sur les compétences, les dons et les talents. Oui. C'est un peu la mentalité, je pense, hein, parce que moi, je me rappelle tout petit, quand votre papa était médecin, il voulait que ses enfants soient médecins. Oui. Quand votre papa était avocat, il voulait que ses enfants soient avocats, même ceux qui ne veulent pas être avocats. Oui. Tu sais, on a eu des expériences. Et ça tue les rêves, ça tue les talents. Les talents, ouais. ça nous empêche. Et puis, le Cameroun, je pense, ça ressemble beaucoup à beaucoup de pays africains. On se retrouve, par exemple, à avoir tellement de juristes, tellement d'économistes, alors que... on n'en a peut-être pas besoin. On n'en a peut-être pas besoin. Il n'y a pas de menuisier. Ils n'ont pas la vocation, en fait, pour ça. Il n'y a pas de mécaniciens, on n'a pas assez de menuisiers, alors qu'on en a besoin de techniciens, en fait. Vous avez vu, ici, c'est l'inverse. Les gens qui sont les plus le bienvenus, c'est les gens qui travaillent avec les mains. De leurs mains, oui, absolument. Oui. Non, je pense que ce serait une bonne décision. Donc, vous savez, orienter chacun selon ses talents, si j'ai bien compris. C'est ça. Moi, je pense que c'est la base. Parce qu'une fois qu'on est dans son couloir, il n'y a rien qu'on ne peut faire. On va travailler sans dire, mais est-ce qu'on me paye pour ça? On me paye même combien pour que je le fasse? Parce que c'est ça qui arrive aussi. C'est quand les gens n'ont pas la vocation et tu deviens médecin, vous tuez des gens parce que vous n'aimez pas ça. Mais au nom de ça rapporte bien ou bien c'est un métier d'élite, voilà. Non, je pense que si on assume qui on est avec les dons et les talents qu'on a, on va faire prospérer une nation, ça c'est sûr. Et c'est toute la mentalité qu'il faut changer au final, si je comprends bien votre réponse, Suzanne. Oui. Et Suzanne, vous êtes quand même fondatrice de quelque chose de précieux, je pense, pour surtout les Franco-Ontariens. Parce que, oh non, au Canada. Je ne suis pas limitée en Ontario. Vous n'êtes pas limitée, mais vous comprenez que ça représente quand même quelque chose de très précieux pour les gens qui veulent
qui veulent montrer les talents d'écrivains. D'écrivains. Et moi, je voudrais, parce qu'on s'achemine vers la fin, je voudrais que vous parliez un peu plus de les coordonnées de votre maison d'édition et tout ça, pour que si jamais quelqu'un vous cherche, sache où vous trouver. C'est vraiment important. Bien sûr. Alors, vous pouvez visiter le site internet de la maison d'édition à www.terre-d'accueil.ca. Nous sommes également sur les réseaux sociaux, dont Instagram, LinkedIn, Facebook principalement. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, Suzanne Kemenan, tout simplement. Merci beaucoup, Suzanne. Et je vais terminer par cette petite question. Vous avez une riche expérience, que ce soit au niveau professionnel, personnel. Qu'est-ce que tout ça vous a appris? Si vous deviez écrire en une ligne ou deux ma vie, là, vos quarantaines, qu'est-ce que j'ai appris? En 40 ans de vie, j'ai appris que rien n'est jamais acquis. J'ai appris que, comme vous avez dit tantôt, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. J'ai aussi appris à chérir toutes les expériences les plus difficiles de ma vie, parce que ce sont elles, en fait, qui deviennent des victoires demain. J'ai aussi appris qu'il faut savoir célébrer les petits accomplissements. Parce que quand on apprend à célébrer les petites réalisations, quand les grandes arrivent, voilà, on apprécie, en fait, cela. Donc, beaucoup d'humilité et puis juste apprécier les petites choses. C'est important. Suzanne, je dois vous dire merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré au nom de Mangozi TV et de tout ce qui nous écoute, parce que je vais souligner quand même que vous avez un programme très chargé. Vous participez au Salon international du livre de Québec. Et c'est pas rien, c'est vraiment un gros événement. Ça faisait longtemps, on l'attendait avec la pandémie. Après la pandémie. Avec la pandémie, je pense qu'on a eu des événements virtuels qui... C'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Moi, j'ai été là hier, je me suis dit, j'étais heureux de retrouver ces moments, c'était dingue. Mais pour tout ça, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite vraiment... beaucoup de succès. Merci beaucoup. Que vous créez, il y a une maison d'édition dans pratiquement tous les pays africains. En tout cas, que vous en ayez beaucoup et que vous sachiez passer ce message message inspirant à la jeunesse africaine. On en a besoin. Donc, je vais dire merci aux téléspectateurs. Merci à Rodrigo à la caméra, à Médé Patrick à la réalisation. Mon nom est Pierre Claver Nyomuru. Au plaisir de vous retrouver. Merci. Sigue